Merci Madame la Présidente. Alors j'ai bien entendu que beaucoup d'entre vous s'interrogent notamment sur le sujet environnemental qui a été abordé à plusieurs reprises. Alors, comme j'ai extrêmement peu de temps sur le sujet environnemental, effectivement, ça a été signé par M. de Flessel, il y a une dichotomie entre ce que dit le gouvernement fédéral. C'est plus qu'une dichotomie, d'ailleurs, ce que mettent en œuvre les gouvernements nationaux et ce que pensent et ce que ressentent les Australiens. Dans un pays qui, encore une fois, est immense. Par exemple, je suis frappée par le fait que l'extension, le développement urbain en Australie est très horizontal, ce qui est contraire à toute préservation de la biodiversité. Mais enfin, ils ont tellement de place qu'ils ne se rendent pas forcément compte de l'impact sur la biodiversité que provoque cet étalement urbain. Pour donner cet exemple. S'agissant des feux en Australie, bien repréciser le contexte. D'abord, les feux en Australie arrivent tous les ans. La surface qui a été perdue cette année en Australie est très inférieure à la surface perdue brûlée en forêt l'an dernier en Sibérie. C'est pas pour excuser les Australiens que je dis ça, c'est pour rappeler qu'il y a d'autres catastrophes environnementales ailleurs dans le monde et qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur celle-ci. Et donc là, ma collègue Annie Chapelier l'a souligné, cette catastrophe environnementale qui est multifactorielle, qui est liée à la fois à la hausse des températures, à une sécheresse sans précédent, à un manque de préparation probable dans certains endroits d'Australie, et enfin une difficulté technique qui fait que certains feux étaient trop loin de points d'eau pour de toute façon imaginer les interrompre. Et effectivement, souligner que la France a proposé sa coopération, que c'est une équipe globale de 3 pays. Il y avait la France, 5 pompiers français de spécialistes en feu tactique, des Américains et des Britanniques, et que cette coopération, en fait, s'est tournée très vite vers le fait que les Australiens n'ont finalement parlé qu'aux Français, n'ont plus parlé aux Américains et aux Britanniques qui ne leur apportaient rien, et qu'il y avait d'ailleurs un accord de sécurité, de coopération de sécurité civile qui existait, qui vivotait entre la France et l'Australie, et que si on avait eu un accord cadre avec des relations plus institutionnalisées, plus régulières, on serait peut-être intervenu plus vite pour proposer notre aide tactique sur ces techniques de contre-feu que nos pompiers ont apportées. Donc là encore, si l'accord cadre avait été existant, on ne serait peut-être intervenu un peu plus vite que ce qui a été fait. Mais encore une fois, je rejoins ce qu'a dit ma collègue Annie Chapelier. Les Australiens, au départ, ne souhaitaient pas une aide, notamment européenne. Donc ça, c'est sur cet aspect-là technique. Ensuite, sur l'environnement, oui, effectivement, il y a une vraie, je l'ai dit dans le rapport, une vraie prise de conscience des Australiens. Je rappelle à mon collègue Jean-Paul Lecoq que les accords de Paris n'existaient pas au moment de la signature de ça. Non, ils ont été. Il faut comprendre que dans la technique, cet accord cadre a été paraphé en 2015, avant les accords de Paris. C'est pour ça que dans l'article 56, il y a une allusion très nette. Les accords de Paris étaient en négociation, en discussion déjà. Il y a une allusion à un accord international fort autour du climat. Donc c'était présent. Ensuite, je voudrais insister sur un point. Après, la signature. Mais oui, la signature se fait sur un document déjà. Mais les accords de Paris, d'ailleurs, l'Australie les a signés. On peut se poser la question de comment ça va être mis en œuvre, comment ça va être imposé. Alors, il y a un point que je voulais souligner d'abord, c'est qu'il y a des mécanismes de traitement des différends dans cet accord cadre. C'est-à-dire que si les parties ne sont pas d'accord, il y a tout un mécanisme qui est défini dans les derniers articles de l'accord pour pouvoir dénoncer l'accord ou une partie de l'accord. C'est prévu. Clairement prévu, donc on pourrait le faire. Ensuite, dans la région, ça a été rappelé, il y a des relations privilégiées de l'Australie, notamment avec la Chine, notamment par rapport à ses exportations minières et de charbon. Très concrètement aujourd'hui, l'Australie a bien conscience, et je l'ai vu notamment dans la ville de Perth, au nord-ouest, tout à fait au nord-ouest de l'Australie, qui est actuellement en train de développer, qui est une région minière, le Western Australia, dans laquelle il y a une forte industrie des ressources minières, et qui a décidé de réorienter son économie vers une économie de services, donc on n'est pas dans du transport de biens, une économie de développement de l'innovation, de la recherche, de façon à développer notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, des sujets pour lesquels elle voudrait que cette économie devienne beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en ce moment parce qu'elle ne veut plus être autant dépendante de cette économie minière. Donc il y a vraiment, je l'ai senti au niveau des États, un mouvement, une prise de conscience. Ce sont des États travaillistes, mais qui ont vraiment une envie de bouger vers la mise en œuvre de cette prise de conscience environnementale. Ensuite, quand on a cette dépendance à la Chine, si nous en retirons, si nous n'avons pas d'accord, si nous n'avons pas de relations privilégiées, d'abord, ça n'est pas... Pourquoi ça n'est pas souhaitable? Parce que l'Australie, derrière, va donc se tourner vers les partenaires naturels qu'elle a régionalement. Ça n'est d'ailleurs pas sa volonté. Et du coup, nous laissons la porte ouverte à des normes que nous ne souhaitons pas, que nous ne partageons pas, à des règles que nous ne partageons pas, à des projections
environnementale que nous ne souhaitons pas. Le seul moyen de peser, c'est de signer des accords qui ont une valeur contraignante. Cet accord a une valeur contraignante. Les accords derrière commerciaux en auront, et le président de la République l'a rappelé. Et donc, c'est à travers la signature de cet accord que nous pouvons imposer et mettre en œuvre des choses. Et je prends l'exemple, même si c'est dans l'accord commercial, puisque mon collègue Didier Quentin m'a interrogé là-dessus, sur l'exemple des appellations d'origine protégée, où il y avait une véritable crainte des Européens à juste titre. Les Australiens ont cédé. Et il y a une mise en œuvre de protection des appellations d'origine protégée. Donc on voit bien qu'à travers une discussion d'accord, on a réussi à protéger nos appellations et que la feta australienne, elle restera australienne. Il n'y aura pas de feta australienne vendue sous nom feta en Europe. Ensuite, les deux marchés sont disproportionnés. C'est plutôt eux qui pourraient avoir peur de nous que l'inverse. Mais il faut bien le rappeler quand même. Donc vraiment, par rapport à ça, un accord, la signature d'un accord est le moyen de peser et d'imposer nos normes et nos règles à un pays qui est soumis à une pression de pays qui n'ont pas les mêmes valeurs que les nôtres. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant des populations aborigènes. Ce que je voulais répondre à mon collègue Jean-François, c'est que je voudrais m'appuyer sur 2 articles de cet accord, qui sont celui consacré à l'éducation, qui est celui consacré à la culture. Et dans celui consacré à la culture, il y a bien un paragraphe qui dit clairement « Nos parties conviennent de développer une coopération plus étroite dans les secteurs culturels et créatifs afin d'améliorer la compréhension et la connaissance mutuelle de nos cultures respectives. » Donc je pense que c'est en s'appuyant sur cet article-là qu'on peut justement faire valoir nos exigences par rapport au respect de ces populations-là, même si les choses bougent lentement et sont inégales, on le voit bien. Les perspectives, moi, ce que je pourrais proposer, c'est qu'on voit notre site du ministère des Affaires étrangères qui propose des conseils aux voyageurs. Pourquoi ne pas avoir au niveau européen des conseils aux voyageurs, mais cette fois-ci inspirés des conseils aux voyageurs, mais destinés à nos entreprises et aux futurs acteurs de coopération, notamment sur le sujet, par exemple, de la recherche, de l'innovation, de l'éducation, pour les sensibiliser, avoir peut-être un vade-mecum de que sont ces populations aborigènes, qu'est-ce que la loi australienne a prévu pour eux, et qu'est-ce que nous devons, nous, quand nous partons nous installer là-bas, exiger de nos partenaires australiens avant de nous engager. Je pense que là, il y a un travail commun avec nos partenaires européens qui pourrait être intéressant, puis les relations interparlementaires peuvent également y contribuer. S'agissant enfin, je terminerai là-dessus, sur les coopérations avec la Nouvelle-Calédonie, je voudrais insister sur la notion d'innovation et de recherche. Il a été rappelé 100 étudiants australiens qui sont partis en Nouvelle-Calédonie. Les chercheurs français installés en Australie que j'ai pu rencontrer sur place sont en attente forte de cet accord, car actuellement l'absence d'accord fait que l'Australie d'un côté et la France de l'autre, donc c'est les deux côtés, ne reconnaît pas de façon fluide les mécanismes de financement de nos projets de recherche et du coup bloque des projets de coopération mutuelle bilatérale France-Australie, et j'imagine que c'est la même chose avec d'autres pays au sein de l'Union européenne. Donc nous avons besoin, là il s'agissait notamment, ont été soumis à mon attention des projets de recherche entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie et qui manquent de fluidité à cause du manque d'accords structurés qui permettent de façon automatique de reconnaître des mécanismes de financement bilatéraux et aider à des collaborations universitaires plus intenses. Donc voilà ce que très rapidement je voulais vous dire. Je ne peux pas aller plus, je pourrais vous en dire beaucoup plus. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez avoir plus de détails. En tout cas, un accord sans lequel nous laissons l'Australie à la merci de techniques, de normes, de réglementation, de règles qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas nos valeurs. Nous avons plus que jamais besoin d'un accord structurant pour peser sur la mise en œuvre de nos valeurs et de nos normes.